On a cherché à mettre un peu de chiffres autour de ces taches de couleur. En fait, quand on regarde le dernier recensement de 2006, Statistique Canada nous indiquait qu'il y avait 800 personnes qui vivaient dans Griffintown, réparties dans 450 quelques logements. On a essayé de quantifier un peu plus la situation actuelle, en incluant bien entendu les résidences de l'ETS qui comptent plus de 500 résidences étudiantes. On a donc au total environ 1500 logements dans Griffintown actuellement, ce qui correspond grosso modo à 1700 personnes. Quand on se projette dans l'avenir et qu'on prend en considération les projets que vous avez sans doute eu l'occasion de voir là, au kiosque de la ville, les projets qui sont attendus dans Griffintown, on a essayé de dresser un scénario conservateur de la population à venir en prenant pour acquis, d'une part, qu'on a les résidences de l'ETS qui sont encore appelées à s'accroître. Et on regarde, en fait, on a un total de 8200 logements qui sont prévus dans un avenir relativement à moyen terme, je dirais, ce qui pourrait correspondre minimalement à environ 10 000 personnes. Ce chiffre-là pourrait être appelé à s'accroître selon qu'on produira plus ou moins de logements à vocation familiale, donc qui permettront d'accueillir des familles avec des enfants et donc plus de personnes par ménage. Mais on peut dire que grosso modo, 10 000 personnes plus les 1700 personnes actuelles, c'est un scénario conservateur là, de population à venir dans le secteur Griffintown. Quand on regarde un peu comment se déploient ces futurs projets résidentiels, on voit comment Griffintown est appelé à devenir un milieu de vie habité. On voit donc à travers les taches jaunes l'ensemble des projets où une composante résidentielle est attendue. Donc on voit que sur l'ensemble du secteur, on a une présence habitée, en fait, des gens qui pourront faire vivre les rues, des commerces, se déplacer et qui vont avoir bien entendu aussi de nouveaux besoins en termes d'équipement, de parcs, de services. Pour parler justement de ces commerces et services, encore une fois, je vous laisse regarder la situation actuelle des choses avec principalement des commerces qui sont localisés sur la rue Notre-Dame, très peu de commerces à l'intérieur du secteur Griffintown. Plus précisément, en fait, pour desservir la population de Griffintown, on comptabilise 28 commerces de détail, en fait, qui sont susceptibles de répondre aux besoins, que ce soit des commerces, des achats courants ou des produits spécialisés que les résidents seraient susceptibles de vouloir se procurer. Donc, seulement 28 commerces, auxquels on ajoute 10 commerces reliés à l'alimentation. Donc, on peut effectivement vivre dans Griffintown et s'alimenter. Donc, il y a des dépanneurs, il y a un supermarché métro sur la rue Notre-Dame. Il y a aussi 13 restaurants et bars qui commencent progressivement à faire de Griffintown une destination de divertissement. On entend aussi souvent parler que Griffintown est un secteur où il y a une présence culturelle importante. On a cherché à documenter ce caractère culturel à travers les occupations. Et ce qui est ressorti, c'est que justement ce caractère-là se confirme. Il y a 76 commerces et services qui sont de près ou de loin reliés au monde de la culture, que ce soit des commerces de meubles, d'articles de décoration, des services très spécialisés comme des imprimeries, des photographes, des services professionnels comme des architectes paysagistes. On retrouve donc une occupation assez importante et significative de ce genre d'établissement dans Griffintown. Donc, cette vocation-là se confirme à travers l'occupation du secteur. Les équipements publics maintenant. Il y a très peu de résidents actuellement dans Griffintown et donc, conséquemment, il y a très peu de services à l'intérieur même du secteur. On voit que les principaux services sont en fait répartis dans les zones, dans les quartiers plus établis, périphériques à Griffintown. Donc, la seule école qui dessert de très près, l'école primaire qui dessert de très près Griffintown est située dans la Petite Bourgogne. On voit un peu les équipements qui sont vraiment périphériques au secteur. Il va donc falloir travailler sur cette offre en service en conséquence de l'augmentation de la population résidentielle qui viendra s'y établir. C'est évident. Si Griffintown est encore un milieu habité, c'est également un secteur d'emploi important. On voit un peu ici comment se répartissent les différents établissements qui comptent un employé, au moins un employé. On voit les tâches plus foncées qui regroupent plus de 100 employés. Essentiellement des grands employeurs dans Griffintown. L'ETS figure parmi les principaux grands employeurs de Griffintown avec plus de 700 employés, sans compter tous les étudiants, bien entendu. On a les services de protection et de sécurité Garda ici qui comptent 4000 emplois, mais qui sont en fait, qui travaillent particulièrement dans le secteur. Là. La quantité de personnes qui travaillent spécifiquement sur le site est difficile à établir, mais ce sont des gens qui gravitent autour de Griffintown, qui conduisent des camions blindés, donc qui circulent beaucoup dans le secteur, mais qui n'occupent pas vraiment le secteur.
Le secteur de la minoterie, également à l'ancienne Robin Hood, ici, est encore un employeur important. Sinon, on voit que l'activité économique dans Griffintown, c'est beaucoup le fait de petites entreprises de, je dirais, 20 emplois et moins. Sont quand même très, très présentes dans le secteur. Concrètement, Griffintown, c'est 4 172 emplois, 317 entreprises, ce qui n'est pas rien quand même. On a assisté à une légère diminution du nombre d'entreprises, mais une augmentation du nombre d'emplois depuis 2006. Donc, on a gagné un peu plus de 200 emplois depuis 2006, ce qui porte quand même le nombre de 4 000 emplois à quand même une quantité assez significative là, dans le secteur. Et quand on regarde un peu les principaux secteurs d'activité qui génèrent ces emplois-là, l'enseignement, bien entendu, avec l'ETS, des services administratifs, puis on voit que les prochaines catégories en termes d'importance d'emploi, c'est encore la fabrication et le commerce de détail. Donc, on a encore Griffintown comme un lieu de production est encore relativement significatif comme secteur d'activité. Quand on regroupe toutes ces occupations, on voit un petit peu la mosaïque qui se dessine dans Griffintown. On voit comment cohabitent les fonctions résidentielles en jaune avec des activités commerciales ou d'entreposage qui sont en rouge. Encore un peu d'industrie légère qu'on retrouve dans le secteur, principalement dans la partie ouest, aux abords de la minoterie. On a encore de l'industrie légère, bien entendu. Évidemment, avec l'ETS, une présence institutionnelle importante quand même dans le secteur. Donc, ça vous fait un peu le portrait de l'occupation du territoire actuellement. Je vous ai parlé tout à l'heure des traces importantes, des traces patrimoniales qui ont été laissées par les différentes périodes de développement du secteur. En fait, le secteur regroupe, au-delà du patrimoine bâti, plusieurs valeurs patrimoniales que je vous résume ici. Je vous ai parlé de la grille de rue. Cette grille-là a une importance patrimoniale parce qu'elle conditionne vraiment bien le paysage de Griffintown. On retrouve également 55 bâtiments d'intérêt patrimonial que vous verrez sur une carte tout juste après. Des ouvrages d'art, donc le viaduc du CN qui a acquis une valeur patrimoniale au fil des années. On peut apprécier cette structure-là pour ses qualités. Bien entendu, le canal de la Chine, la présence des écluses, donc des ouvrages importants qui sont toujours présents dans le paysage. Il y a aussi des vestiges archéologiques qui sont présents sous les bâtiments, souvent sous les parcs. On a tout un travail de documentation à faire au fil du développement de Griffintown eu égard à ces vestiges-là. Et finalement, tout le patrimoine immatériel, en fait, qui n'est pas nécessairement un bâtiment ou un parc, mais vraiment un patrimoine qui est associé à l'occupation du secteur, entre autres par la communauté irlandaise. Il y en a eu d'autres aussi qui ont marqué l'histoire de Griffintown. Donc, il y a une mémoire qui est associée à ces communautés-là, tout le rôle moteur qu'a joué le secteur aussi dans le développement économique et dans le développement industriel. Alors, plus concrètement, le patrimoine bâti se répartit comme suit. Je vous parlais de 55 bâtiments que vous voyez ici illustrés, qui sont assez bien répartis dans l'ensemble du secteur. Ce sont des bâtiments qui sont pris en compte par la réglementation de l'arrondissement, qui sont assujettis aussi à des principes, à des critères d'évaluation aussi lorsqu'on a des projets de transformation, de démolition de ces bâtiments-là. Ils ont des valeurs variables, en fait, des grandes valeurs architecturales, il y en a relativement peu dans Griffintown. Ce sont des bâtiments qui ont une valeur historique et qui ont aussi une valeur d'ensemble. En fait, c'est l'accumulation de tous ces bâtiments-là qui confère une valeur à Griffintown. Je vous parlais du patrimoine archéologique. On voit un peu l'ensemble des secteurs où du potentiel archéologique a été recensé. Et au fil des projets immobiliers, il y a toujours en fait des contraintes qui sont imposées aux promoteurs pour documenter ces aspects-là dans les phases préparatoires des différents projets immobiliers. Griffintown, c'est aussi un secteur où on se déplace beaucoup. C'est un secteur qui est en fait traversé par à peu près toute la gamme de types d'artères, de collectrices, de rues locales qu'on peut retrouver à Montréal. On a même aussi un axe autoroutier avec la présence de Bonaventure. Des grandes artères comme la rue Peel, comme la rue Wellington, qui font transiter beaucoup de véhicules. Des collectrices aussi qui permettent de bien desservir toutes les activités du secteur. Et tout un ensemble de rues à caractère plus local qui sont en fait, dans le fond, le premier milieu de vie des gens qui vivent et qui travaillent dans Griffintown, le petit bout de rue sur lequel ils ont pignon sur rue. On voit comment un peu se structure le secteur à travers ce réseau-là. Chose importante à mentionner aussi, le secteur, c'est une porte d'entrée importante pour le centre-ville, une porte d'entrée autoroutière par le projet Bonaventure et une porte d'entrée un petit peu plus locale par le biais du pont Victoria qui fait un peu serpenter des véhicules. Ceux qui habitent et qui fréquentent le secteur à l'heure de pointe connaissent bien la situation.
C'est un espèce de passage obligé entre la rive sud et le centre-ville de Montréal. On doit donc composer avec les impacts de cette circulation-là, composer aussi avec la nécessité de maintenir un accès au centre-ville pour le plein épanouissement de l'activité économique du centre-ville. Il faut que les gens puissent venir y travailler, bien entendu. On travaille aussi à les faire venir différemment, bien entendu, au centre-ville par l'entremise du transport collectif, mais il demeure que la voiture est quand même très présente par le biais de ce caractère particulier de Griffintown. Au-delà du rôle fonctionnel du réseau routier, on a cherché un peu à illustrer comment les différentes rues de Griffintown portent aussi des valeurs importantes dont on va vouloir profiter dans la mise en valeur du secteur. C'est évident qu'on a les rues en rouge qui sont avant tout fonctionnelles, donc qui servent à faire circuler beaucoup de voitures, beaucoup de piétons. Ces rues-là vont devoir demeurer. Leur rôle est important dans toute la dynamique de circulation des abords du centre-ville. Mais il y a aussi toutes les rues en bleu, des rues, par exemple, comme la rue Ottawa, comme la rue William, comme la rue de la Montagne, la rue Basin, qu'on va prolonger dans le cadre des bassins du Nouveau-Havre. Ce sont toutes des rues, en fait, qui portent un petit bout de l'histoire de Griffintown qu'on va vouloir chercher à mettre en valeur dans le réaménagement de ces rues-là, éventuellement, qu'on veut aussi chercher à conserver à travers l'analyse des projets immobiliers. Par exemple, un projet immobilier qui s'installerait sur la rue Ottawa, on va chercher à faire en sorte qu'on n'installe pas simplement des portes de garage ou des façades aveugles sur cette rue-là. C'est une rue qui a une valeur historique qu'on veut animer. On va donc chercher à y ramener des activités, donc des accès, des commerces. On a un petit peu structuré le secteur comme ça en faisant ressortir l'importance de ces rues en bleu. Et on a ensuite toutes les rues locales en gris qui vont vraiment être le milieu de vie, comme je le disais tantôt, le premier milieu de vie des gens qui habitent et qui travaillent dans Griffintown.